Ce programme vous est présenté en partenariat avec Le Monde de la Bible. La tour de Babel. Allons, bâtissons-nous une ville avec une tour dont le sommet soit dans les cieux. Faisons-nous un nom. Dans la Genèse, l'épisode de la tour de Babel ne sert pas seulement à expliquer pourquoi il existe tant de langues dans l'humanité. C'est aussi une parabole sur l'orgueil humain. Une tour dont les proportions gigantesques sont visualisées par des petits personnages qui en fournissent l'échelle. Écrase de sa masse une coquette ville de style flamand, dans un beau paysage, à la fois verdoyant et maritime. Cet orgueil est redoublé par la scène du premier plan. Le roi Nimrod, qui a ordonné la construction de la tour et dont le nom nous est donné par l'historien juif Flavius Joseph, est reçu par des tailleurs de pierre à genoux. Ils ont laissé quelques instants leur besogne, tandis qu'un bonhomme ridicule aux yeux exorbités discourt d'un air important. Plus que la tour qu'ils ne regardent même pas, c'est l'attitude servile des ouvriers qui occupe le roi. Peu importe que leurs compagnons poursuivent leur ouvrage dans l'indifférence, certains en lui tournant le dos. Clin d'œil malicieux du peintre, un minuscule personnage défèque juste sous les yeux du roi, dans la plaine. À bien y regarder, la lecture que propose l'artiste est pourtant plus complexe. Il ne fait pas que critiquer l'humanité, il la célèbre aussi. Il détaille avec sympathie le trajet des pierres qui arrivent depuis les bateaux, sont montées par 2 roues d'écureuil sur les chemins de ronde, puis sont avalées dans les entrailles de la tour. De même, il se plaît à dessiner avec tendresse comment un petit peuple a profité de la tour pour construire ses masures et vaque à ses activités de manière paisible. Tout dit l'ingéniosité humaine dans cette peinture, depuis le portrait des travailleurs de force qui portent les pierres ou mettent en marche les machines, jusqu'aux maçons, aux tailleurs de pierre et aux multiples ouvriers responsables du bâtiment. Bruegel ne célèbre-t-il pas dans cette architecture fantastique l'un des édifices les plus appréciés à son époque, le Colisée de Rome, dont il reprend les principaux éléments architectoniques? La clé de lecture de l'image se trouve au pied de la tour, dans la ville de style baroque, aux maisons à redans, caractéristiques de l'urbanisme des Flandres. Avec son cours d'eau qui la traverse, ses nombreuses églises, sa situation maritime, elle est facile à reconnaître. Il s'agit d'Anvers, dont on repère d'ailleurs l'un des monuments célèbres à l'entrée du port, le Stine, le château fort médiéval. Elle n'a plus rien de la ville tranquille et paysanne, dont il reste quelques exemples de maisons derrière le roi. En quelques années, avec le déclin de Bruges et l'ouverture des échanges commerciaux avec le Nouveau Monde, elle a poussé aussi vite que la tour, devenant le plus grand port d'Europe. La tour est une ville, et la ville est une tour. Anvers, qui brasse une quantité phénoménale de peuples, de nations et de classes sociales, est une Babel. On y parle toutes les langues, on s'y essaie à toutes les entreprises, on construit avec fierté les maisons les plus cossues. Pour un homme qui n'aime rien tant que célébrer les joies simples des paysans, comme Bruegel, Anvers est tout à la fois une cité fascinante et inquiétante, à l'image de la tour de Babel. Aussi cherche-t-il à donner une leçon à celui qui lui a commandé l'œuvre, l'un de ses plus fervents collectionneurs, Nicolaes Jongelinck, qui est aussi un très riche banquier de la ville. Tout en glorifiant les réalisations de l'Anvers pré-capitaliste, Bruegel s'interroge. N'est-elle pas comme cette tour? En apparence, elle est bien bâtie. Elle est même comme la maison qui ne s'effondrera pas de l'Évangile. Elle est bâtie sur le roc. En apparence, chacune des activités de ces bâtisseurs prises individuellement
et pleine de sens et d'intelligence. Mais si on fait un pas de recul, on voit bien que tout va s'écrouler. On a à peine atteint le 7e étage et déjà la tour penche dangereusement. Et des échafaudages en bas de la construction indiquent qu'il faut déjà la rénover alors qu'elle est loin d'être finie. Vers où va ce chef-d'œuvre de ténacité et d'activité industrieuse? Comme dans ce tableau qu'il est impossible de saisir totalement, tant il y a de détails. Ne risque-t-on pas de se perdre dans ces détails, en oubliant l'essentiel, le sens?